à cette question. Je vais désormais appeler au pupitre Jean-Yves Lebras de l'entreprise Collect Localisation Satellite qui va nous parler, qui est un expert en détection satellitaire et qui va nous parler un petit peu des satellites comme moyen de lutte contre les pollutions des hydrocarbures. Merci. Donc, je vais commencer par remercier aussi Surfrider pour cette occasion qu'elle nous donne de présenter ces technologies nouvelles, bien qu'elles ne soient pas encore, elles ne soient pas si nouvelles comme on va le voir tout à l'heure. Je vais faire une présentation en quatre parties. Tout d'abord, vous présenter la technologie satellitaire que l'on utilise en priorité, parce que plusieurs techniques pourraient être utilisées, mais on va se focaliser sur celles qui sont les plus efficaces aujourd'hui. J'ai mentionné, parce que ce serait difficile de parler de lutte anti-pollution sans mentionner le service opérationnel qui est opéré par l'Agence de sécurité maritime européenne, l'EMSA, basée à Lisbonne. Et ça a été déjà présenté ce matin et je vais en dire quelques mots. Je ferai surtout un zoom sur l'infrastructure que nous, à SLS, avons déployée en partenariat avec des collectivités locales à Brest, en Bretagne, et donc qui est un des éléments essentiels de cette contribution à la lutte contre les pollutions marines à partir de données satellitaires. Et enfin, quelques perspectives, parce que je crois que ça va être demandé un petit peu à tous les intervenants, donc je vais essayer de gagner un petit peu de temps, en tout cas sur cette partie-là, en présentant ces perspectives. Alors, quel est l'intérêt de l'imagerie satellitaire? L'imagerie satellite que l'on utilise en priorité, c'est l'imagerie satellite radar. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, elle a une très grande couverture spatiale. Cette image qui a été montrée déjà ce matin fait 400 km de large. On peut avoir des images qui font jusqu'à 500 km. Donc on va voir d'un seul tenant, de manière instantanée, l'étendue d'une pollution majeure, d'un accident. Ce qui est très important avec le radar, c'est qu'on a une capacité d'observation haute résolution. Donc on va avoir aussi une capacité de détecter des pollutions plus petites. Une indépendance des cycles jour-nuit, donc les pollutions, elles arrivent malheureusement à n'importe quel moment, et donc il est essentiel de pouvoir aussi prendre ce type d'image la nuit, et de la même façon, indépendamment de la couverture nuageuse, les accidents se produisant le plus fréquemment par mauvais temps, et donc il est important d'être affranchi de cette contrainte. Plus spécifiquement, sur cette image qui a été prise par un satellite en 2002, le satellite venait d'être lancé et donc il n'a pas été utilisé à son potentiel maximum. 6 mois après le lancement du satellite, il y avait cet accident du Prestige. Et satellite aujourd'hui, il n'est plus là d'ailleurs. Donc c'était les premières occasions de démontrer le potentiel. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire? Donc détecter l'étendue de la pollution. Détecter, et c'est pas le moins important, c'est détecter les navires qui sont vus sur cette image. Et enfin, et c'est aussi un potentiel d'innovation important, de mesurer des vents réels sur l'emprise de cette image. Et donc une capacité d'avoir une valeur mesurée, en complément des différents modèles météo, qui peuvent aider à la lutte anti-pollution, parce que là, on va voir les conditions réelles sur la zone. Surveillance des pollutions, quelles pollutions? Pas seulement les pollutions accidentelles, mais aussi les rejets volontaires, donc comme ça a été dit ce matin, qui sont en volume en tout cas les plus nombreuses, les plus représentatives des pollutions, les pollutions marines. Donc là encore, cet exemple d'image prise le 9 décembre 2002, pas 2012, désolé, cette petite erreur. Donc à côté de l'épave du Prestige qui est localisée par le petit rectangle rouge sur l'image, et donc on voit une fuite très proche de l'épave, à une dizaine de milles nautiques, on voit un navire passer, effectuer un rejet volontaire. Bon, l'imagerie radar, c'est bien pour l'observation. Ce n'est pas toujours suffisant, ne serait-ce que parce que le satellite, ce n'est pas un satellite géostationnaire, il va passer de temps en temps sur la zone d'intérêt. Quand je dis de temps en temps, c'est
On peut avoir, grâce à un nombre de satellites important, des observations tous les jours. Mais, entre-temps, il faut pouvoir continuer à suivre la pollution, et donc d'autres techniques spatiales peuvent être utilisées. Donc à CLS, nous sommes aussi opérateurs donc, du système Argos, qui est bien connu également donc, pour fournir des balises pour tout un tas d'applications. Donc des balises Argos peuvent être déployées dans la nappe et permettre de suivre le déplacement de la nappe entre deux passages satellites. De la même manière, on utilise les techniques spatiales pour calculer, bon, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'image radar, des données de vent, mais on peut aussi donc, obtenir une meilleure précision des différents courants. Hein. Il n'y a pas que les courants de marée qu'il faut prendre en compte donc, dans les courants sur la surface du globe. Et donc ces courants peuvent être mesurés par satellite. Donc ces courants, ainsi que les différents modèles de vent, permettent de prédire la dérive de la nappe. Donc une combinaison des différentes techniques permet une meilleure participation donc, de l'outil spatial aux différentes phases de gestion de crise ou de surveillance des pollutions. Alors, quelques mots sur le satellite opérationnel, le service opérationnel de l'Agence maritime européenne. Il a fallu 5 ans après le Prestige pour mettre au point donc, un système opérationnel donc, qui a été lancé par cette agence en 2007, donc, qui s'appelle CleanSeaNet. Donc nous, à CLS, contribué effectivement aux projets pilotes qui ont permis donc, de faire ce service opérationnel. Bon, l'objectif principal du service étant la dissuasion des pollueurs, donc en vertu en application de conventions de l'OMI, et surtout donc d'une directive européenne donc, qui a été mise en application en 2005 et relative à la pollution causée par les navires, et permettant aussi l'introduction de sanctions en cas d'infraction. L'État français ayant donc transposé donc, en droit français donc, cette directive par une loi datant de 2008 et qui prévoit l'application de sanctions plus sévères que dans la moyenne des États membres de l'Union. Ça, je pourrais y revenir un petit peu aussi. Donc le principe du système, c'est de détecter les rejets illicites, donc par imagerie satellite radar, comme on l'a vu, d'associer cette détection à une vérification par les États membres, donc typiquement par des missions aéroportées. Hein, donc en France, donc, ce sont les avions Polmar, une mission Polmar, donc, qui vont pouvoir vérifier ces pollutions in situ, et également donc, les navires qui en sont responsables. On peut également donc, identifier des navires proches de ces pollutions. Ça commence à se faire par réception de systèmes AIS. Le système AIS, c'est un système VHF donc, qui est conçu au départ pour fonctionner donc, en terrestre, en côtier. Aujourd'hui, on a des systèmes aussi qui écoutent ces signaux AIS par satellite. Donc, je vous montrerai un petit exemple aussi. Bon, l'infrastructure de CleanSeaNet s'appuie sur 4 fournisseurs de services. Hein, donc l'EMSA s'appuie en particulier sur CLS donc, pour fournir une information de détection sur une image 20 minutes après le passage du satellite. Donc il faut une antenne et une équipe dédiée pour effectuer ce traitement. Alors, nous utilisons une station que je vais développer, enfin présenter un peu plus en détail tout à l'heure. Une station qui s'appelle Vigisat à Brest. Et elle effectue la surveillance donc, de la frontière ou de la façade atlantique, donc en tout cas la partie française et britannique et irlandaise, ainsi que la Manche et la mer du Nord. Donc aujourd'hui, le système CleanSeaNet, donc ça a été dit ce matin, ça n'éradique pas les pollutions volontaires, mais on a constaté des débuts encourageants. Donc ça sont des statistiques de l'EMSA qui montrent que le nombre moyen d'images par image de pollution détectée a baissé donc, depuis la mise en place du service. Donc, sur les 3 premières années, on a une décroissance assez notable, en tout cas significative. Il restera maintenant à vérifier donc, que dans le temps, cette tendance se poursuit. Je vais donner des exemples ensuite qui montrent que le problème n'est pas réglé, loin de là. Donc, l'État français donc, commande en particulier donc, des images sur la zone de service Vigisat. Donc, une centaine d'images sont commandées en moyenne par an, enfin, sur les dernières années de service que l'on a fournies. Il y en a quand même 2400 acquises en Europe par an. Alors, la station Vigisat,
maintenant. Une infrastructure, quelle est l'infrastructure nécessaire donc, pour réaliser ce service? Pour nous, donc, en tant qu'entreprise, c'est un investissement d'abord, un investissement assez lourd. Hein, vous voyez, c'est une antenne avec un radome donc, qui a été installé sur le site de Brest, enfin en région brestoise, à Plouzané, près de l'Ifremer. Des moyens de calcul lourds, parce qu'il faut faire le traitement rapide, c'est assez complexe à générer ces images. Et c'est aussi une équipe d'exploitation, donc une expertise qui a été acquise spécifiquement. La réception de satellites, certains malheureusement ne fonctionnent plus. Les satellites ont une durée de vie limitée. Et en 2012, donc, le dernier satellite européen, en tout cas de l'Agence spatiale européenne, s'est arrêté de fonctionner. Donc il nous reste des satellites canadiens. Vigisat, c'est aussi un partenariat innovant. Bon, l'innovation, elle n'est pas que technique, mais aussi dans le montage de ce type de projet. Et donc, cette entité Vigisat n'existerait pas sans ce partenariat, sans le soutien de la région Bretagne et des collectivités locales, donc aussi le Conseil général et la métropole de Brest, avec une implication donc, au niveau européen, donc avec des fonds FEDER qui ont été utilisés pour mettre en valeur une expertise scientifique en Bretagne pour ces applications opérationnelles temps réel de l'action de l'État en mer. Donc il y a aussi donc, des utilisations terrestres de l'imagerie radar qui sont étudiées par ces universités et par ces centres de recherche, donc, qui sont regroupés au sein d'un groupement d'intérêt scientifique qui a été fondé en même temps que la station a été inaugurée en 2009. Donc on ne surveille pas seulement que la région donc, qui nous est allouée par l'EMSA, mais aujourd'hui on a des applications donc, en temps réel sur un cercle qui fait 2500 km de rayon. Donc là on a quelques exemples d'images qui sont prises dans ce cercle. Et c'est aussi un potentiel de surveillance globale, c'est-à-dire que même si on n'est pas dans le cercle de visibilité du satellite, en temps différé, en léger différé, on a la capacité donc, de surveiller ailleurs que dans ce cercle, donc partout dans le monde, parce que le satellite possède un enregistreur à bord, et donc dès qu'il passe au-dessus de la station, on va pouvoir récupérer les données. Donc, et ça j'insisterai aussi, donc c'est pour cette zone qui nous est allouée par l'EMSA et au centre donc, du cercle de visibilité de la station, c'est une surveillance d'une zone particulièrement sensible. Donc là, on a mentionné pour mémoire les zones Natura 2000 sur la façade atlantique française. Dans la zone CleanSeaNet, on a une partie donc, ouest qui est une zone particulièrement vulnérable au sens de l'OMI, donc exactement la zone de surveillance des pollutions. Et à l'est, ce n'est pas une zone au sens OMI particulièrement vulnérable, par contre c'est une zone d'exploitation offshore et donc des risques aussi majeurs de pollution, enfin, en tout cas des risques qui peuvent être maîtrisés de ces pollutions. Et enfin, le risque, il est d'autant plus grand que le trafic est intense. Donc là, j'ai mentionné une carte de trafic tel qu'il peut être mesuré et détecté par une compilation d'images radar prises par la station et qui illustre donc ce trafic. Bon, deux exemples d'intérêt. Hein. Donc voici une pollution, à quoi ça ressemble, donc sur une image donc prise au large de la Grande-Bretagne. Donc on va reporter cette pollution sur un système d'information géographique. Donc là c'est une pollution vue au mois d'août en 2011 au large de la Grande-Bretagne. Donc on a regardé sur cette pollution qui avait été vue le matin comment elle avait évolué le soir. Donc on la voit toujours, elle s'est modifiée. Donc déjà, premier enseignement, la pollution ne disparaît pas au bout de 12 heures, elle reste présente, la forme de la pollution a changé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a un alignement de cette pollution avec la trajectoire d'un navire. Donc tout ça, on peut l'obtenir grâce à la superposition d'informations AIS. Et donc là, sur ce cas, on voit qu'il y a eu de la pollution sur une distance de 350 km quand même. Et troisième volet de cet exemple, donc on a repéré ce navire. Donc, une semaine plus tard, il passait au large de Brest, donc dans le dispositif de séparation de trafic. On a constaté une pollution et il s'est trouvé que c'était le même navire qui était responsable d'une pollution dans le rail.
Vigisat, il peut servir aussi, donc, comme je l'ai dit, donc avec une contrainte temps réel moins forte, donc pour surveiller partout ailleurs dans le monde. Donc on s'est dit, bon, le problème des pollutions, il existe en Europe. On a vu donc le taux de pollution par image. On s'est aperçu donc, lors d'un projet pilote, que le problème des pollutions, même dans des zones à trafic moins intense, comme ici dans l'océan Indien, le problème il existe de la même manière. Voilà, 117 images acquises donc dans le deuxième semestre 2011. On a détecté 38 pollutions. De la même manière, comme on n'a pas d'infrastructure sur place, on a utilisé le satellite pour essayer d'identifier, de faire des corrélations entre ces pollutions et les trajectoires des navires. Et on a pu identifier, grâce au satellite, 6 pollueurs possibles par couplage avec ce satellite AIS. Quelques perspectives maintenant. Perspective d'évolution du cadre juridique, c'est pas trop mon rayon, donc je mentionnerai simplement donc, un avis aussi par rapport à l'expérience que l'on peut avoir. Ce qui est important, c'est si le système CleanSeaNet montre son intérêt donc, en termes de détection de pollution qui jusqu'à présent était un peu ignorée, donc on avait des fortes présomptions. En tout cas, là, il y a maintenant des possibilités de mettre des chiffres. Il est important quand même que, ça a été déjà évoqué ce matin, qu'il y a un besoin d'homogénéisation et de renforcement de sanctions pénales au niveau européen. Donc ça a été acté donc, lors d'un séminaire au niveau de l'EMSA. Dans la mesure où s'il n'y a pas d'homogénéisation, la convention UNCLOS de Montego Bay là, donc, sur le droit de la mer donc, permet à l'État pavillon donc, de juger un navire qui aurait été suspecté de pollution au large des côtes françaises, par exemple. Et donc ça s'applique même au niveau communautaire. Donc ça, c'est quand même important. Ensuite, comme on l'a illustré tout à l'heure, le problème des pollutions, il est global. Le satellite est un outil global. Et donc il est important, et en fonction donc, des différentes perspectives d'évolution du cadre juridique, de pouvoir voir ce qu'apporte cet outil dans des zones où il n'y a pas d'autres moyens de surveillance, de toute façon. Donc on a parlé des aires marines protégées, où il y a un objectif donc, de représenter 20% des eaux françaises en 2020. Les aires marines protégées, c'est une chose. Ensuite, les différentes espèces, en particulier les espèces migratrices, elles vont d'une aire à l'autre. Et donc, il faut peut-être aussi surveiller les trajectoires privilégiées de ces espèces pour voir s'il n'y a pas d'impact au niveau par les pollutions, en tout cas, sur ces routes prises par les animaux. Quelques perspectives d'utilisation spatiale. On ne résout pas tout, le satellite ne passe pas tout le temps. Quelquefois, on a des pollutions orphelines, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un navire sur le fait, ou en tout cas avoir une présomption. Et donc, on peut utiliser des techniques spatiales, donc, en remontant le temps, on va dire. C'est-à-dire que quand on a un doute sur l'origine, comme on connaît les trajectoires grâce à l'AIS des différents navires, et qu'on a une information de vent et d'observation qui est aussi disponible, on peut essayer de retrouver la source par ces techniques. Donc ça fait l'objet de projets européens auxquels on participe et qui intéressent donc les différentes autorités locales et nationales. L'utilisation du spatial, donc voilà, le satellite AIS, comme je le mentionnais tout à l'heure, permet d'avoir une vision globale du trafic au niveau mondial. Donc c'est pas aussi précis que l'AIS côtier peut-être, mais cette carte là présente une compilation de données sur un mois. Un service comme le service européen pourrait être mis en place si on a des stations installées sur des zones sensibles, en tout cas des zones de surveillance privilégiées. Également, donc, étant opérateur du système Argos, donc on a aussi cette application donc, de surveiller les animaux et donc d'avoir une meilleure connaissance, ça a été évoqué plusieurs fois aussi, des comportements animaux, donc grâce au suivi par satellite des différentes espèces, pas seulement les oiseaux donc, qui sont très sensibles aux pollutions, comme nous le rapportent les utilisateurs du système, également des espèces type poisson, donc on peut équiper aussi de balises. Et donc tout ça peut aider à une meilleure connaissance donc, de cartes de vulnérabilité. Les pollutions qui sont détectées de manière régulière et les données océanographiques qui sont collectées de manière régulière peuvent aussi donc, aider à l'établissement de cartes de risque saisonnières. Et donc pourquoi pas après des alertes dédiées
alertes précoces dédiées aux organisations donc en charge, ou en tout cas qui s'intéressent au suivi des espèces animales. Dernière application, surveillance des épaves. Donc, M. Rousseau en a parlé tout à l'heure. Hein, donc, c'est aussi donc un sujet qui est... bon, aujourd'hui, on ne les surveille pas, mais il y a toujours un risque donc, de fuite des différentes épaves. C'est un risque latent. Surveillance des plateformes pétrolières. Donc, sur la droite, là, c'est pas Batman ou une raie Manta, mais c'est l'étendue donc de la pollution de Deepwater Horizon, donc mesurée par radar. Et les codes couleurs la représentent donc des zones à fort courant, donc qui correspondent au courant, au loop current dans le golfe du Mexique. Donc on peut également détecter par le radar. Donc ça, c'est encore une voie de recherche et qui permet d'expliquer donc un peu l'aspiration du pétrole là, par ce courant. Là, donc voilà encore une utilisation possible. Donc on a un défi à relever dès 2013. Envisat, paix à son âme, est mort en 2012 et après 5 ans de bons et loyaux services, c'était sa durée de vie nominale, et donc il a duré 10 ans. Et maintenant, on n'a plus de satellite européen, en tout cas, pour surveiller les pollutions. Donc le successeur est prévu fin 2013, donc on a un trou. Bon, il y a d'autres satellites qui sont un peu moins adaptés qu'Envisat qui existent néanmoins. Mais en tout cas, à Vigisat, on n'est pas équipé pour. Et donc, si je prends cette possibilité de dresser des conclusions, on peut dire qu'aujourd'hui, les techniques spatiales contribuent à la prévention et à la surveillance des pollutions marines, bon, également à la réponse en cas de pollution majeure. C'est un service qui nécessite un maintien d'infrastructures et de compétences, hein, donc ce sont des engagements qui sont nécessaires au niveau européen, national et régional, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule entité qui peut faire ça, mais on a besoin donc de ce soutien des différentes entités impliquées dans la lutte anti-pollution, donc pour maintenir cette capacité donc de surveiller les pollutions. Et donc toutes les perspectives qui ont été mentionnées pour améliorer le support à la crise des pollutions devront de toute façon s'appuyer sur une évolution du cadre juridique. Sinon, ça n'a pas vraiment de sens. C'est-à-dire que pour faire un service qui a un sens, il faut effectivement que ça s'appuie sur un cadre. Donc voilà, je voulais remercier différentes entités, donc, dont le CEDRE, les affaires maritimes, l'EMSA, et les agences spatiales françaises et européennes du support qu'ils ont pu apporter pour la mise au point de ce service. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. Ça ira. Merci. Donc merci beaucoup. On va enchaîner pour essayer de récupérer un petit peu le temps que nous n'avons pas. Donc je vais demander à Monsieur Fernando